Bonjour à toutes et à tous, je suis Quentin, le présentateur du podcast Raconte ta Life. Que vous soyez entrepreneur aguerri, créateur ou repreneur d'entreprise, on le sait tous, la compta c'est pas forcément votre dada. Mais pas de panique. Ici, on vous en dit plus de manière directe, facile d'accès et concrète, avec le partage de cas vus et vécus par notre bande de comptables préférés. Mais pas que, puisqu'aujourd'hui, je reçois également d'autres invités qui sont pas que comptables, entre guillemets, mais qui aiment bien travailler avec les chiffres. On va parler dans quelques instants. Dans ce nouvel épisode de Raconte ta Life, on va parler d'un sujet qui est très important. Quand on est entrepreneur, on démarre son entreprise, c'est bien, on a probablement son produit, son service, mais comment est-ce qu'on va chercher ses premiers clients ? Et c'est toute l'idée de cet épisode, de parler de la prospection commerciale durant la première année. Du coup, je vais laisser mes invités se présenter. Si vous deviez être une étape ou un élément du début de votre entreprise, de comment est-ce qu'on va chercher ses premiers clients, vous seriez quelle étape Bonjour Quentin, moi c'est Marlène, je suis chef de mission chez Amaris. Donc pour moi, la première chose à faire, c'est le prévisionnel. Moi, c'est ma partie, c'est la comptabilité. Donc on va voir ensemble tout ce qui est côté choix des dépenses et choix du prévisionnel. D'accord. Donc tout le budget qu'on doit mettre en place avant de démarrer une entreprise, voilà. Typiquement avant de partir au processus de création, un peu arriver à se projeter. À quoi il faut penser, quelles sont les dépenses auxquelles on va devoir faire face et comment y faire face. D'accord, voilà. Très bien. Parfait. Ma droite. Bonjour Quentin, donc moi c'est Antea, donc je suis responsable marketing et ce serait pour moi le bouche à oreille et la recommandation. D'accord, comme élément important pour démarrer. Tout à fait. Ok, très bien. Bonjour Quentin, Frédéric, gérant du cabinet de recrutement et de formation 311. La première chose pour moi, ce serait la recherche pour que le premier mail soit pertinent et accrocheur. D'accord. Parfait. Et du coup, ça tombe bien, c'est exactement le sujet du podcast d'aujourd'hui, c'est comment décrocher ses clients, la première exercice. C'est un grand défi quand on est entrepreneur. Souvent, on se lance parce qu'on se dit, tiens, il y a quelqu'un qui m'a dit, ce serait intéressant, ou alors on a déjà un petit peu ses clients, ses partenaires, ça vient d'une façon ou d'une autre. Puis, on arrive un petit peu au bout, on se dit, tiens, ce serait bien, comment est-ce que je peux aller chercher d'autres clients ou mes premiers clients, ou comment est-ce qu'on démarre un petit peu cette activité commerciale. On n'est pas tous commerçants, on n'est pas tous marketeurs, on n'est pas tous forcément vendeurs. Mais quand on démarre, on est seul et il faut quand même aller mettre la main à la pâte et démarrer en fait un petit peu ces étapes-là. Donc c'est un sujet qui reste extrêmement important et du coup, même j'ai envie de dire avant même le début de la création de son entreprise, quand on crée une entreprise, on doit passer par l'étape du budget prévisionnel. Est-ce que tu peux nous en dire plus ? Oui, alors en fait moi l'idée c'est que quand je rencontre quelqu'un qui veut créer sa boîte, qui veut se lancer, il a juste une idée. Et nous, on essaye de formaliser un petit peu cette idée-là. Donc, on va passer par différentes étapes. On va beaucoup communiquer ensemble. On va discuter de comment il va faire ces choses, comment il voit aussi sa façon de travailler. Et à partir de là, on va un petit peu broder son prévisionnel et voir... alors, soit il a vraiment un objectif de chiffre d'affaires qui est vraiment défini et il sait comment il va y arriver. Soit, justement, il va être un petit peu dans le doute. Il a l'idée, mais il ne sait pas trop comment faire pour atteindre son objectif de chiffre d'affaires. Et dans ces cas-là, ce que nous, on va travailler avec lui, c'est de savoir quelles vont être ses charges pour pouvoir remonter un petit peu le fil et savoir à peu près quel est le chiffre d'affaires qu'il va falloir faire. Et donc, pour cela, on va avec lui définir des stratégies de communication, de mettre en place certaines idées. Est-ce que ça va être vraiment du proximité ? Est-ce que ça va être du réseau ? Est-ce que ça va être une activité vraiment nationale, locale ? Tout ça, ça va un petit peu engendrer différents frais. Donc voilà, ça va être vraiment de la communication. Donc je reprends un peu ce que tu disais, soit tu as quelqu'un qui sait exactement où il veut aller, c'est ça. Dans ces cas-là il dit ok, moi ça c'est mon métier, ouais. Ça je sais comment le vendre, je sais comment y aller, ça c'est ce que j'attends de faire comme chiffre d'affaires parce que je sais que patati patata et il déroule un petit peu. Dans ces cas-là on l'accompagne sur ce que ça va coûter en termes de charges, éventuellement d'achat, d'investissement, d'une voiture, des locaux. Effectivement pour quelqu'un de local qui fera peut-être un artisan, il va avoir besoin d'un véhicule, alors pourquoi pas floquer son image directement, ce qui va pouvoir le faire connaître, appeler le journal local, tout ça. D'accord. Après, si on est sur des business un petit peu plus Internet, tout ça, on va plus passer sur un référencement, essayer de se faire connaître par les réseaux sociaux. Et ça, c'est des charges qu'on discute déjà dès le prévisionnel avec l'entrepreneur. En fait, ce qui est important de savoir, c'est par exemple, un site Internet, ça ne se fait pas comme ça du jour au lendemain, à part si on est très doué pour faire un site Internet, mais c'est des dépenses qu'on peut
qu'on peut isoler dès le prévisionnel et de voir est-ce qu'il faut le faire dès le démarrage, est-ce que ça va nous apporter tout de suite. Dans ces cas-là, est-ce que je le fais financer directement par la banque avec mes investissements initiaux, ou est-ce que je me lance, je tâtonne, et puis en année 2, année 3, j'en ai besoin pour me développer, et là, du coup, ça devient des charges à ce moment-là. Donc, il y a quand même un savoir où est-ce que je vais, est-ce que je commence petit pour me développer, est-ce qu'au démarrage, je veux, au contraire, complètement exploser mon truc, et je fais l'effort au démarrage d'emprunter plus ou d'amener plus de trésorerie dans la société, pour pouvoir justement... Tu as cité quelque chose d'important, tu as parlé de la banque. Ouais. Un prévisionnel bien ficelé, c'est la garantie d'un prêt assuré. Est-ce qu'on peut dire ça comme ça ou... Ouais, franchement, un prévisionnel travaillé avec une réalité. On ne va pas non plus sur des montants... on part toujours un peu plus pessimiste pour se donner un peu plus d'oxygène si ça marche bien. Et puis, au cas où ça marche moins bien, on a quand même le côté très limité en charge. Donc, c'est vrai qu'on va essayer de faire un prévis plutôt pessimiste, mais à savoir que si on présente les choses bien, le banquier va forcément avoir un peu plus d'intérêt à valider toute cette enveloppe d'investissement de démarrage et de financement. Donc c'est vrai que d'être très accompagné et bien accompagné sur le prévisionnel, c'est quelque chose de super important. Ça peut ouvrir beaucoup plus de portes quand on démarre. Ouais, complètement. Et ça peut permettre de poser justement ses premières pierres, donc on peut avoir besoin après pour démarrer effectivement cette activité. Ça nous permet au fil du temps de regarder où est-ce qu'on va. Est-ce qu'on est dans les clous? Est-ce qu'on est un petit peu en dessous? Dans ces cas-là, on réajuste un petit peu le prévis. Est-ce qu'on explose complet et du coup notre prévis il n'a plus rien à voir avec ça et puis on sait que voilà, on peut le refaire. Mais ça nous permet de piloter en fait au cours de l'année et des années qui suivent. Donc les attentes, jusqu'où on va, le plan, etc. etc. Très bien. Et donc dans ce prévisionnel, on met plein de choses, donc ce qu'on dépense, ce qu'on va avoir besoin, mais aussi on a des dépenses pour faire de l'acquisition client, qui peut intervenir il y a deux grandes choses. Il y a la partie, on va dire, marketing, la partie e-commerce, on peut aussi parler de partenariat, de plein de choses. Du coup, je vais me tourner de l'autre côté de la table. Ouais. C'est quoi la première partie? On fait son prévisionnel, on se dit, tiens, cette année, l'objectif, c'est de faire 200 000 € de chiffre d'affaires sur mon entreprise. On parle d'une petite entreprise peut-être. Première peut-être, on va dire, challenge du banquier. D'accord, mais vous allez faire comment? Vous êtes, de votre profession, c'est ça. Vous comptez y arriver comment? C'est quoi le genre de choses qu'on peut commencer à mettre en place dès le début pour justement dire, ça, je vais y arriver à cet objectif parce que j'ai fait ça. Donc moi je partirais sur le fait déjà de savoir à qui on va s'adresser, de bien cerner sa cible, l'identité démographique, l'âge, quel pouvoir d'achat, et surtout la zone. Est-ce que je veux déjà me faire référencer, être connue en local, ou est-ce que mon marché, moi en tout cas, ce que je vais vendre va intéresser plutôt une population nationale. Donc déjà, moi je partirais sur ça. Ensuite, je pense que la base des bases aujourd'hui, c'est d'être référencé sur Google, donc de créer une fiche Google My Business, que ce soit pour du local ou du national. Mais déjà, quand on tape certains mots-clés basiques, quand on est un potentiel client et que par exemple on recherche un plombier, le fait de taper plombier sur Google avec les mots locaux, c'est-à-dire Nantes ou autre chose, déjà on a un premier référencement pour moi. C'est une première vitrine en plus qui ne fait pas de dépenses, dans le sens où on peut mettre de la photo, parler de nos services, mettre les horaires, les coordonnées aussi pour pouvoir contacter l'entreprise. Donc pour moi, c'est une des premières actions à mettre en place. Donc un peu comme si on avait une vitrine sur un magasin dans une rue. Là, on va un petit peu faire la devanture de sa vitrine, mais sur Internet, c'est ça? Et on peut même l'anticiper. Si par exemple, dans le futur, on pense à un pas de porte, ça peut s'anticiper pour prévoir en fait l'ouverture, une annonce d'ouverture, avoir déjà des éléments à amener et pouvoir communiquer au moment de l'ouverture. D'accord. Voilà. Ok. Très bien. Frédéric, une autre... Au départ, disons que il faut effectivement, comme le disait Antea, de bien réfléchir sur soi-même, sur ce qu'on va proposer. Il y a deux choses. La première chose, c'est de bien comprendre le triptyque entre nous, qu'est-ce qu'on va proposer comme valeur ajoutée pour ne pas être le concurrent de plus, et aussi envers la cible, qu'est-ce qu'ils attendent, et la concurrence, parce que finalement, on se démarque aussi par rapport aux concurrents dans la perception des futurs clients. Donc, d'avoir un vrai travail au début sur cet aspect-là, de dire qui je suis, c'est quoi ma valeur ajoutée par rapport à mes clients et par rapport aux concurrents. Donc, une fois qu'on a fait cette étape-là, après, effectivement, on peut travailler sur
se dire oui, je veux faire 200 000, mais de le décliner. C'est-à-dire que 200 000, ok, c'est quoi mon panier moyen? Combien de rendez-vous je vais devoir faire pour arriver jusque-là? Et est-ce que je vais être capable de le faire dans les 6 premiers mois? Donc il y a vraiment ces 2 étapes-là qui sont importantes au départ. Ok, et c'est ce que tu disais du coup sur le parti prévisionnel. C'est un peu comme ça qu'on travaille aussi, en se disant, bah voilà, par exemple pour quelqu'un qui aurait une multiple activité, mais qui sont en lien les unes avec les autres, on va leur dire, bah voilà, combien vous comptez facturer de l'heure, éventuellement, combien du coup ça nous fait de rendez-vous de clients par jour, et comme ça, voilà, on tricote un petit peu le chiffre d'affaires à réaliser, et ce que disait Antea, après, c'est vrai que le référencement Google, nous, on aime bien en tant que comptable, ça coûte pas cher. Et du coup, ça crée pas une charge énorme pour le premier exercice, qui est souvent un petit peu lourd en investissement, en frais, qu'on n'a pas forcément toujours pensé au démarrage. Donc, c'est vrai que ce genre de petits tips Google et compagnie, c'est très bien pour le démarrage, en tout cas en termes de coûts. Ouais. J'imagine qu'en plus, il doit y avoir aussi des difficultés supplémentaires quand on travaille en tant que commerçant ou qu'il y a besoin de gérer un stock ou éventuellement un investissement plus important d'une machine ou d'un véhicule. Et puis, on ne faut pas se mentir non plus, les chefs d'entreprise qui ont leur idée, qui ont leur envie et tout ça, ils ne sont pas comptables, ils ne sont pas... ils font pas de market, ils sont généralement très professionnels dans leur domaine et du coup c'est assez compliqué pour eux des fois de définir des priorités ou de savoir où aller et de pas se sentir un peu de partir sur des choses qui seront complètement insensées ou au contraire qui vont rien leur apporter. Donc c'est vrai que, et c'est intéressant aussi, on peut discuter avec son comptable, mais c'est vrai qu'on a forcément un comptable mais on n'a pas forcément de conseiller en market ou en tous les autres domaines liés à ça. Et c'est vrai que ça peut être aussi intéressant pour eux de... Ça arrive souvent, quand on commence déjà avec un budget prévisionnel, qu'on se retrouve face à un entrepreneur, il connaît juste son métier et il n'a aucune idée de savoir, comme chez des clients, il se dit « bon, ça va rouler ». Bah en fait, il y en a qui ont vraiment une idée, pour eux, c'est leur idée, c'est leur bébé, c'est leur idée de génie et à coup sûr, ça va fonctionner. Mais des fois, ça va pas comme ça voudrait. Eux trouvent que ça va pas suffisamment vite ou ils brûlent des étapes alors que en fait, nous, on est là aussi pour les brider un peu. Mais en fait, c'est pas notre entreprise à nous. Donc c'est vrai qu'on peut les conseiller, on peut les aider. Mais pareil, hein, quand on va chercher un financement, c'est pas le comptable devant le banquier, c'est l'entrepreneur. Donc il faut aussi que lui... il soit hyper impliqué dans son truc et qu'il sache aussi se vendre. C'est un peu difficile pour certains qui sont très techniques. D'accord. Et qui n'ont pas forcément cette fibre... Pour se vendre et aller chercher un truc. Ouais. Je vois tout à fait. Dans justement ces histoires de stratégie de prospection finalement, est-ce qu'il y a des choses qui sont vraiment faciles à mettre en place? On va se mettre dans le cas d'entrepreneurs qui démarrent, donc il y a probablement, comme on disait, beaucoup d'investissements sur du stock, des outils, des véhicules, etc. Donc les premiers clients, donc soit on a la chance d'avoir un petit réseau, ça part, mais il y a probablement des choses qui sont à mettre en place. On parlait tout à l'heure du référencement sur Google, mais peut-être de façon aussi pour générer directement des clients. Est-ce qu'il y a des choses qui ne coûtent pas cher, qui coûtent peut-être un peu de temps, mais qui sont essentielles à mettre en place au début pour commencer comme ça à se tisser une clientèle sans avoir besoin de faire des campagnes Google et tout ça? Au début, oui, il y a des choses pour travailler la visibilité. Après, le préalable, pour rebondir sur ce qu'on disait tout à l'heure, le préalable, c'est au début de sélectionner. C'est-à-dire que quelqu'un qui veut se lancer, il veut tout faire et en fait, il devient illisible. Donc, c'est dans un premier temps d'essayer de sélectionner 2-3 produits, 2-3 services et de faire un focus sur cela, quitte à élargir, mais plus tard. Et en termes de visibilité, effectivement, le premier réseau, on va dire le cercle proche, nous permet d'avoir les 2-3 premiers mois, d'avoir des choses à faire. Et ensuite, c'est la prospection qui fait le reste. Et il y a des sites qui existent, soit des sites un peu plus pro, type LinkedIn, mais aussi des sites, quand on s'adresse en B2C, qui sont gratuits et qui permettent d'améliorer la visibilité. Donc au départ, la communication, comme le référencement, via ces sites-là, elle est importante. On pense souvent à Internet, puisque c'est vrai que depuis chez soi, on peut faire beaucoup de choses. Donc on disait on peut travailler un référencement, voilà, etc. Mais peut-être quand on démarre juste localement, autour de moi, comment est-ce que je peux commencer justement à me faire connaître? Est-ce qu'il y a des choses, des grands poncifs, le b.a.-ba Oui.
Déjà, je pense que la toute première chose à faire, c'est déjà d'aller dire à sa ville coucou, je suis là, j'existe, je viens de m'implanter. Est-ce que vous avez des réseaux dans lesquels je peux me faire connaître? Est-ce que vous avez des partenariats? Est-ce que vous avez un gratuit peut-être auprès de la ville dans lequel vous communiquez les actus? Donc, je pense que ça, déjà, ça peut être un premier pilier. Et ensuite, on peut aussi se rapprocher de réseaux d'entrepreneurs dans lequel on va déjà faire parler, le bouche à oreille va commencer à prendre. On va pouvoir aussi commencer à prendre aussi des tips des autres entrepreneurs. Donc ça peut être des bonnes astuces parce que quand c'est local, il y a des fois, on peut se rapprocher de d'autres activités qui ont besoin sur un même chantier, par exemple. On a besoin d'un plombier, on a besoin d'un maçon. Enfin, je reste dans cet univers-là, mais voilà, ça permet déjà de se mettre en fait des contrats, des futurs clients. On peut également assister à différents événements. Donc la notoriété, elle continue de prendre au fur et à mesure. Et aussi, je dirais, les partenariats locaux. D'accord. Je pense que ça peut être... je trouve que ça, c'est une très bonne action, un très bon pilier. Un restaurant, par exemple, qui s'ouvre peut potentiellement prendre une entreprise locale qui a une forte notoriété et aller le voir peut-être en faisant une soirée d'ouverture et en lui disant j'aimerais beaucoup que vous soyez là, on partage les mêmes valeurs. Et là, on revient du coup au positionnement qu'on met au début où on lance son entreprise. On partage les mêmes valeurs, on partage la même communauté. J'aimerais qu'on travaille ensemble. Est-ce que peut-être quand je suis un restaurant, je peux vendre vos produits à ma carte et dans ce cas-là, en étant encore sa communauté, sa notoriété et autres. Oui, il y a effectivement des parcours avec la CCI, il y a via l'expert comptable aussi, il a déjà d'autres personnes qui ont démarré sur des activités similaires, donc il peut aussi nous aider sur les réseaux à faire. Est-ce qu'il y a, suivant certaines activités, des choses en fait sur lesquelles il y a des go-to, comme on dit en anglais, des choses où on est certain qu'il faut y aller. Par exemple, parler de restaurant, effectivement, ça peut être intéressant de travailler avec les artisans locaux pour pouvoir mettre les produits à la carte, comme tu disais. Si je peux être une brasserie locale, peut-être travailler avec, pareil, les supermarchés locaux pour essayer de mettre mon produit en vente directement là. Si je suis freelance, je fais quoi, par exemple? Est-ce qu'il y a des plateformes, des choses comme ça? Est-ce qu'on peut en parler? Parce que typiquement, on est tout sur Internet. Mais, Oui, sur les freelances, il y a des plateformes, effectivement, tels que Malte ou autres, qui permettent de se faire référencer, de se faire connaître, et puis aussi de voir un petit peu ce que font les concurrents. Donc il y a ces différentes plateformes, il y a aussi des événements. Pour revenir sur le réel, il y a des after-work, il y a dans la majorité des grandes villes de France, il y a aussi des communautés qui se rejoignent et qui se rencontrent. Donc ça aussi, c'est une bonne piste quand on est freelance. Ok. Très bien. Autre sujet qui peut être intéressant. Donc là, on a vu un petit peu les éléments qui peuvent être intéressants de regarder. On n'a pas tout vu parce que je pense qu'effectivement, comme on disait, ça va dépendre aussi beaucoup de l'activité de chacun. Un boulanger ne va pas chercher des clients de la même façon qu'un freelance, peut-être un développeur web ou quelque chose comme ça. Je pense que ce qui est intéressant, c'est de faire ses recherches un peu soi et éventuellement de se faire accompagner si on a des questions. Entre le local, l'internet qui peut accompagner tout ça. Il y a une question où on se dit souvent, tiens, je vais faire des clients, je vends un produit, je vends 100 produits 200 €, ça va me faire ce montant. Est-ce que des fois, je tourne vers la côté comptable, on oublie peut-être que l'acquisition d'un client coûte aussi de l'argent? Est-ce que ça, c'est pas un oubli qu'on fait souvent en disant voilà, ça j'en ai vendu 200 à 1000, voilà, ça fait 200 000, c'est très bien, c'est fait. Et on oublie qu'en fait, derrière, il y a peut-être du stock, des coûts, des charges, etc. Est-ce que ça arrive souvent? Et c'est quoi peut-être les 2 ou 3 exemples de coûts cachés les plus communs qu'on oublie? Et on se dit, mince, finalement, oui, ça va être un peu différent. Alors, ça dépend vraiment de l'activité. Ça dépend vraiment aussi de l'importance du chiffre d'affaires qu'on souhaite réaliser. Parce que c'est vrai qu'on ne va pas vendre une prestation comme on vendrait un pain au chocolat. Forcément, quand on a la boulangerie, on a le coût des matières, on a le coût de l'électricité, enfin tout ça, ça va venir se dégréver. Et finalement, le coût de la publicité ou de la communication, il va peut-être être un petit peu moins élevé que parce que du coup, on a l'habitude d'aller à la boulangerie et puis le bouche à oreille va se faire et il y aura peut-être moins besoin. Quand on est sur des prestations où on ne vend rien à part son savoir et éventuellement des formations, son savoir, là effectivement on a notre chiffre d'affaires égale notre marge. Donc là, pour le coup, on a tout gagné.
Il suffit de pas avoir trop de frais derrière pour pouvoir faire un super résultat. Et c'est là que si on veut engranger des nouveaux clients, se faire connaître, alors effectivement, on aura ces coûts éventuellement d'un site internet, de frais de prospection, et aussi on peut avoir, pourquoi pas, un salarié qui va s'occuper aussi de gérer tout ça, tout le bac, et ça peut être aussi des coûts. Quand on devient une société un petit peu plus conséquente, on peut avoir besoin de personnel pour faire ça. Et là, effectivement, on rentre dans une autre dimension où il y a des coûts un petit peu à ne pas oublier. Très bien. Est-ce que là, tu aurais un exemple, typiquement, un truc qui t'est arrivé, sans dire qu'il s'est vite seulement, mais le truc où j'ai dit, ah ça effectivement, c'était pas prévu, mais on a dû réadapter, l'entrepreneur a dû réadapter sa stratégie, changer son fusil d'épaule, parce qu'il y avait un certain nombre de coûts justement liés à son acquisition qui n'étaient pas prévus, ou un coût un peu caché comme ça, et a dit, bon bah en fait on va pivoter, on va changer de cible, on va changer de produit, on va changer de choses qu'on vend. Est-ce que ça t'est déjà arrivé? Alors, comme ça... En fait, ouais, j'ai eu un prospect il y a peu de temps qui voulait mettre sur le marché des produits de beauté. D'accord. Des produits de beauté, mais en partant de rien. Donc, c'est-à-dire qu'elle devait tout créer. Et elles se sont lancées dans une aventure où il y avait énormément de besoins de financement parce qu'il y avait tout à faire. Et donc, elles se sont dit, tant qu'à faire, on y va vraiment, mais alors franchement, quoi. Donc, elles se sont rapprochées de réseaux. Et des réseaux aussi, il y a des réseaux de femmes entrepreneurs aussi, dans la plupart des villes, et qui peuvent offrir et du mentorat et des subventions. Donc ça peut être hyper intéressant aussi. Et en fait, au bout d'un certain temps, ça n'allait pas aussi vite que prévu. Et en fait, on s'est rendu compte que c'était trop. Que le site internet vendeur, c'était trop lourd. Que finalement, passer par de la communication plus sur les réseaux sociaux, plus sur des petites boutiques, magasins bio, petites parapharmacies et tout ça, eh bien, c'était beaucoup plus adapté à leurs besoins actuels pour pouvoir demain, éventuellement, partir un petit peu plus loin. Mais c'est vrai qu'en fait, on avait vu trop grand et elles avaient vu trop grand aussi. Donc, on a tout rectifié pour pouvoir faire quelque chose d'un petit peu plus local et un petit peu plus step by step. Enfin, y aller tout petit par petit bout, parce que finalement, en fait, quand on voit aussi trop grand, on s'éparpille et du coup, on se rend compte que finalement, ça risque d'exploser, en fait. C'est ça le problème. Alors que l'idée est super à la base. Ça arrive souvent, ça. À quel moment, ça arrive souvent qu'on se dise, d'ailleurs, je pense que déjà, il faut déjà savoir être capable de se le dire. Tiens, je fais fausse route quand on se lance. Mais est-ce que ça arrive souvent de louper un peu les étapes de base et de partir trop grand sur tiens, on va faire du site internet, du machin, du truc, de la campagne, peut-être Google Ads, du Shopify, enfin, tous ces trucs qu'on peut lire sur internet vite fait. Et en fait, voilà, la solution peut-être c'était de démarrer localement en allant faire du porte-à-porte et de demander si on pouvait porter des produits. Déjà, ce qu'il faut se dire, c'est que c'est en marketing, en tout cas dans les premières actions de marketing, on teste. Donc, on teste toutes les dépenses, on teste tout ce que ça peut gagner. Donc, forcément, la première année, en général, on adapte le budget de la communication et du marketing en fonction des efforts qu'on a faits. Donc, je me rapproche complètement de ce que Marlène vient de mentionner. Et puis, effectivement, en général, quand on lance une entreprise, qu'on a normalement bien réfléchi à son secteur d'activité, son marché et sa cible, il y a effectivement des démarrages d'entreprises qui ne nécessitent pas de voir nationalement au début. Donc, on peut tout à fait juste commencer local. Effectivement, sa fiche Google My Business est un premier début. Certaines activités peuvent avoir un site internet, mais pour moi, ce n'est pas forcément obligatoire. Ça dépend un peu aussi de sa concurrence, de ce qu'on offre. De la prestation intellectuelle ne nécessite pas toujours un site internet. Un commerçant, une boulangerie, pour moi, ne nécessite pas non plus d'un site internet. On va travailler sur d'autres actions de communication. Un pas de porte, déjà, va nécessiter d'avoir déjà une enseigne de base, une carte de visite sur laquelle on peut recontacter l'entrepreneur facilement. Si en plus on fait du bouche à oreille ou qu'on est dans des réseaux d'entreprise, c'est un support qui est peu coûteux et qui permet quand même de pouvoir étendre sa communication. Et puis ensuite, il va y avoir effectivement les réseaux sociaux. Mais c'est pareil, quand on est entrepreneur, on n'est pas quelqu'un du marketing. On n'a pas du temps à consacrer à énormément
au marketing et à la communication. Donc quand on choisit une plateforme sur les réseaux sociaux, on choisit celle la plus adaptée et surtout à sa cible et en termes de temps. Effectivement, si vous commencez à prendre du TikTok parce que vous êtes agent immobilier et qu'en ce moment ça marche bien sur TikTok, il faut aussi se dire qu'il va y falloir du contenu très régulièrement, toujours plus original, et du coup ça nécessite de passer beaucoup plus de temps dessus. Et quand on est entrepreneur, ce temps-là, normalement quand on est en train de se lancer, il vaut mieux le mettre dans le développement de son entreprise. Je sais pas si le temps c'est important au début, c'est-à-dire que il faut bien le calibrer. Aujourd'hui, quelqu'un qui va se lancer en prestation de service, quand il va être à produire pendant 4 jours, eh bien, c'est du temps qu'il a plus pour faire de la prospection, faire son administratif. Donc, effectivement, s'il se lance sur un site qu'il ne peut pas après alimenter, ça va être plus compliqué derrière. Donc, on va dire que c'est aussi prendre conscience que le coût caché peut être le temps aussi. Ouais. Et que derrière, il faut être capable d'assumer tout ce qu'on va faire. Et que, ok, on peut dire oui à un client pour 4 jours, mais il faut bien se rappeler qu'il ne reste plus qu'une journée pour faire tout le reste. Ok. Est-ce qu'il y a, comment est-ce que, en tant qu'entrepreneur, quel est le signal que je peux commencer à regarder? Alors, on va dire les ventes qui ne rentrent pas, mais en fait, des fois, les cycles de vente peuvent être un peu plus longs et ça peut prendre un peu plus de temps pour exister sur un marché. C'est quoi peut-être les premiers signes? Je parlais avant du fait où il faut savoir aussi se remettre en question des fois quand on se lance. C'est quoi les premiers signes qu'il faut être au courant de dire tiens, là, je dois peut-être un peu remettre en question mon modèle et peut-être qu'il faut le faire la première année pour éviter une catastrophe. Est-ce qu'il y a des choses à regarder, des indicateurs peut-être spécifiques? En amont, c'est déjà de voir ce qui se fait sur le marché. Parce qu'aujourd'hui, des fois, on peut se dire on a une super idée, mais parfois, il faut aussi savoir se dire si elle n'a pas été faite, il y a peut-être une raison. Je prends un exemple, moi dans le recrutement, il y a des gens qui disent moi je vais chercher du travail pour des candidats et c'est eux qui vont me rémunérer. Aujourd'hui ce modèle il est complexe à mettre en place parce qu'il y a tellement d'offres que les personnes ne vont pas payer un cabinet pour les aider à trouver. Donc il y en a beaucoup que je vois qui me disent je vais me lancer là-dessus et si ça n'a pas été fait, c'est qu'il y a bien une raison. Donc parfois en amont il faut déjà regarder ça et après il y a des indicateurs. On parlait de KPI tout à l'heure, c'est de se dire est-ce que j'ai des rendez-vous? Pourquoi j'ai pas de rendez-vous? Pourquoi je dois renégocier à chaque fois mes devis? Est-ce que je suis au bon prix? Donc il y a toutes ces phases-là, le long du cycle de vente, on va dire, qui sont des indicateurs. D'accord, donc ça effectivement, on prépare, on le voit, on essaie de comprendre. Mais finalement, ça revient un peu à l'idée du budget prévisionnel. Après, nous, l'idée aussi, c'est de le suivre. Nous, quand le client il décide de se lancer, de travailler ensemble, on travaille ensemble, évidemment, on ne va pas le laisser gérer tout seul. Nous, tous les mois, il y a des déclarations à faire. On va jeter un œil au dossier, on va regarder le niveau de la trésorerie. Est-ce que ça baisse? Pourquoi ça ne monte pas? Qu'est-ce qui pêche? Et c'est justement le fait d'être hyper réactif qui va permettre éventuellement aussi de limiter un peu la casse ou de stopper directement certaines activités où on se dit oh, ça va trop vite ou alors là est-ce que c'était le bon moment pour lancer cette activité, cette structure L'idée est peut-être top, mais alors est-ce que le public est là c'est peut-être précurseur ou justement un peu trop tard peut-être que et donc c'est vrai que le suivi comptable ça nous donne des bases, quoi. Les chiffres sont là, on ne peut pas mentir, on ne peut pas tricher. Ça... Le chiffre est têtu, finalement. Hein. Donc, forcément, après, mais ça permet justement d'ajuster. Donc, ça peut être aussi une bonne... il ne faut surtout pas négliger ce côté administratif, même si c'est un petit peu pas la priorité pour les... Oui, c'est ce que je veux dire. On parlait de la valeur temps, c'est extrêmement compliqué de faire la production de ce qu'on a à produire, pouvoir regarder ces chiffres et dire, oh mince, peut-être qu'il faut que je change quelque chose. Mettons qu'il faut changer les devis, machin, etc. Ça prend aussi du temps. Alors, on va dire, oui, c'est nécessaire. Vrai. Mais c'est comme nous en compta, faire de l'informatique, c'est une perte de temps pour nous, alors que ça peut aussi nous faire aller plus vite. Donc tu vois, c'est un peu pareil. Il faut choisir ses batailles au bon moment, quoi. C'est vrai que les indicateurs sont importants. Quand on prend un expert comptable, on a les logiciels et ça nous aide. Il y a des points intermédiaires, mais il y a aussi les logiciels qui nous permettent de regarder, je ne vais pas dire quotidiennement, mais ça peut quand même être des bonnes balises. Ok. Ça peut être quoi sinon, niveau commercial d'ailleurs, ça peut être quoi niveau commercial, les challenges qui sont vraiment pas attendus ou qui surprennent un petit peu les entrepreneurs qui se lancent au début?
C'est d'avoir des rendez-vous. Moi, je dirais au départ, parce que je croise beaucoup de personnes qui ont un super projet et qui savent qu'ils vont réussir, mais que s'ils ne vont pas jusqu'au rendez-vous, malheureusement, il n'y aura personne pour acheter leurs produits. Donc, le challenge au début, il est de se faire violence, entre guillemets, parce que si on fait un bémol sur ce qu'on a dit sur les réseaux, sur la communication, malgré tout, il faut décrocher le téléphone. Il faut aller en rendez-vous. Il faut aller dans du réseau. Et là, il faut se vendre. On a peut-être 30 secondes, 1 minute pour pitcher son activité et avoir un côté différenciant. Donc, c'est vraiment ça le plus gros challenge. C'est d'alimenter les rendez-vous. Après, la recommandation fera la suite. Mais les premières fois, pour moi, je pense que c'est le plus gros challenge. Donc il faut vraiment savoir se mettre en avant et pousser un petit peu son produit. Ça peut être évident parce qu'on a tous des personnalités différentes. Il y en a qui sont meilleurs que d'autres là-dessus. Ça peut être vraiment handicapant de pas forcément... Enfin, comment est-ce qu'on peut remédier à ça éventuellement ? Ça se travaille. Moi, je fais des formations sur ça. Mais d'une manière générale, il faut être au clair sur qu'est-ce que je vends, c'est quoi ma valeur ajoutée, mon critère différenciant par rapport aux concurrents. Donc, il faut connaître sa concurrence. Et il faut aussi connaître... Le besoin des interlocuteurs. C'est pas juste de proposer quelque chose, c'est à quoi ça répond finalement aux besoins que peut avoir mon client. Et une fois qu'on a ça en tête, ça devient plus facile. Ok, très bien, parfait. Merci beaucoup à vous trois. Merci. Donc si on essaie de récapituler un petit peu, se lancer la première année, il faut faire attention, bien travailler le prévenir avec son comptable, en tout cas... Faut suivre. Faut suivre et il faut aussi juste prendre le temps de bien préparer ses cibles, ce qu'on essaie de faire, sa concurrence, son marché, les différents éléments, parce que sinon on peut toujours tenter un pivot sa première année pour essayer de changer sa stratégie, mais on va toujours être à court de temps. Si je résume un petit peu ce qu'on est en train de se dire, le temps ça reste la valeur un peu compliquée à trouver, et donc finalement j'ai envie de dire, démarrer solo c'est un challenge intéressant, démarrer accompagné ça doit être un peu plus sécurisant. C'est ça, oui. Voilà, en tout cas, merci beaucoup à vous trois. Si cet épisode vous a été utile, n'hésitez pas à nous suivre sur votre plateforme de podcast préférée. On se retrouve bientôt pour un nouvel épisode. Et puis, voilà, à très bientôt sur tous nos réseaux. Et un grand merci à vous. Merci. Merci.